C'est aussi, il faut y insister, la dynamique du projet de ce que Ricoeur appelle une politique de la juste mémoire, qui structure son propos dans le livre. Il parle de son étoile directrice. Et là aussi, il a recours à l'analogie, à transposition avec la cure analytique comme modèle pour affronter les pathologies sociales de la mémoire. Alors il dit, il n'y a pas de thérapeute reconnu des pathologies sociales, des rapports interhumains, en tout cas cette reconnaissance est un peu difficile, mais il dit, ne peut-on pas dire que dans ce cas, c'est une citation, c'est l'espace public, très important, de la discussion, qui constitue l'équivalent de la relation entre le thérapeute et l'analysant, l'espace public. J'y insiste, Ricoeur réintroduit là le citoyen comme acteur du travail de mémoire, très important. Donc cet espace public n'est plus seulement un espace où on va exposer les souffrances, voire les griefs, voire les réclamations, mais c'est un espace de travail, c'est un espace de l'agir. Et ce que réintroduit donc cette notion stratégique de travail, c'est également la question de notre responsabilité. Ricoeur fait une constatation toute simple. Les troubles de la mémoire ne sont pas seulement subis, ne sont pas seulement passifs. Nous en sommes responsables, écrit Ricoeur. Donc il ne s'agit pas de mettre en compétition mémoire et histoire, mais d'envisager comment peut s'opérer, je le cite, la réappropriation du passé historique par une mémoire que l'histoire a instruite. Et il ajoute, et souvent blessée. Et c'est là qu'il reprend, donc je ne le développerai pas, et là je suis d'accord avec le professeur Toubineau sur la question de l'exemplarité, je cite Ricoeur, il propose de reprendre à Todorov l'idée, je le cite, d'extraire des souvenirs traumatisants la valeur exemplaire qu'un retournement de la mémoire en projet peut seul rendre pertinent. Mais ce retournement, et là je développe un point de vue plus historien, suppose que la mémoire ne soit pas réduite à n'être qu'un seul objet d'histoire. La mémoire, c'est un objet d'histoire comme les autres. On va la traiter comme l'agriculture en Basse-Bretagne au XVIe siècle, ou comme le commerce triangulaire transatlantique, que c'est encore. Non, Ricoeur n'est pas d'accord. Dans sa réponse à Roger Chartier, il dit par exemple, il faut aussi dire comment la mémoire instruite, mais aussi traumatisée par l'histoire, prend en charge l'histoire. Cette tâche incombe au lecteur d'histoire, on retrouve le citoyen, au lecteur d'histoire, en tant qu'agent de l'histoire qui se fait. C'est alors que cet acteur politique, le terme est essentiel, au sens le plus large, est confronté à d'autres relations passées que l'histoire. Il n'y a pas que la relation de l'histoire au passé qui informe le citoyen et qui peut le former. Il y a d'autres relations passées qui comptent également, y compris quand ces relations passées, les relations éventuelles, sont critiquées, instruites par l'histoire. Donc on retrouve la volonté de Ricoeur non seulement de retrouver l'agir humain, mais aussi de l'avenir, du projet, bref, un horizon d'attente. Le professeur Toubineau a bien développé ce point. Effectivement, Ricoeur dit qu'il s'agit de rouvrir le passé sur l'avenir, de retisser, je le cite, un lien entre toutes les fibres qui nous rattachent au temps, la mémoire du passé, l'attente du futur, l'attention au présent. Et donc là, Ricoeur ouvre des pistes très importantes sur la dimension temporelle du travail de mémoire. Alors on peut se dire, est-ce que c'est pas un peu une utopie, tout ça, etc. Bon, moi en tout cas, je constate que, et évidemment ici, le propos résonne encore plus fort, que toutes les politiques de la mémoire qui visent à surmonter les traumatismes mémoriels, tous les programmes vérité et réconciliation, évidemment en Afrique du Sud, mais en Amérique latine et au Pérou ici, prouvent au moins que ces préoccupations ne sont pas complètement hors temps, et
qu'elles sont, à mon avis, absolument pertinentes. Et là, je crois que c'est cet aspect-là des propositions de Ricoeur a été, et là je suis tout à fait d'accord avec François, a été très peu pris en compte par les historiens. Il est frappant, par exemple, que dans le débat sur les lois mémorielles en France, les analyses de Ricoeur, et François a noté parmi les premiers, que les analyses de Ricoeur ne sont pas du tout convoquées. Alors qu'elles constituent, à notre sens, des ressources formidables pour essayer d'avancer dans ces discussions. Alors, les réticences des historiens à transposer les catégories psychanalytiques dans le domaine du collectif et de l'analyse sociale sont légitimes. Elles peuvent être ouvertes au débat. Elles sont anciennes, ces réticences. Marc Bloch, déjà, était très réticent sur la transposition dans le domaine collectif de ce qui relevait de la psychologie individuelle. De la même façon, Jacques Le Goff, dans le même texte que je citais tout à l'heure, dit bien que j'incite à la plus grande prudence pour la tentation de recourir à la psychanalyse. Ça, c'est du traditionnel, si vous voulez. Et c'est un des aspects, d'ailleurs, de la défiance des historiens pour tout ce qui est un peu philosophie, qui sort de leur travail strictement professionnel. Mais je voudrais indiquer très rapidement deux pistes ouvertes par Ricoeur qui me semblent extrêmement intéressantes. La première, c'est l'idée qu'il développe du nœud, il utilise ce terme, le nœud, formé par la mémoire, l'identité, le temps, le récit et la présentation du passé, nœud l'idée qu'il expose à partir du thème de la fragilité de l'identité. La fragilité de l'identité. Alors bien sûr, le lien entre mémoire et identité n'est pas propre à Ricoeur, qui en aura par exemple un peu plus développé, mais je pense que Ricoeur complexifie considérablement cette relation en y introduisant notamment le temps et le récit. Le récit. Ricoeur montre bien que c'est par le récit que se construit ce qu'il appelle le piège de l'idéologisation de la mémoire. C'est, je le cite, la fonction médiatrice du récit, c'est par la fonction médiatrice du récit que les abus de mémoire se font abus d'oubli. Donc la question de la mise en narration des traumatismes, de la mise en narration des souffrances est extrêmement importante. Et c'est à ce niveau de l'argumentation, dans le dernier chapitre de la troisième partie du livre, qui est consacré, je le rappelle, à l'oubli, que Ricoeur évoque, je le cite, le rapport étroit entre mémoire, narrativité, témoignage et représentation de passé. Alors, derrière, je pense, cette réticence des historiens, de certains historiens, concernant la notion de travail de mémoire, je crois qu'il y a quelque chose de plus fondamental, qui est leur sous-estimation, voire le rejet, de la thèse ricoeurienne, de la thèse de Ricoeur, du statut de matrice de l'histoire occupée par la mémoire. La matrice de l'histoire, c'est la mémoire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la mémoire reste, par les témoins, le seul lien dont on dispose avec ce qui a été. Et que l'histoire n'a pas les moyens, au sens propre, de se passer de ce lien avec la mémoire. Parce que c'est grâce à la mémoire qu'elle se rattache à ce qui a été. Dans le langage de Ricoeur, il appelle ça le statut référentiel dérivé. L'histoire a un statut référentiel dérivé parce que l'historien n'a que, ou très rapidement en tout cas, un accès direct à ce qui s'est passé. Il ne l'a que par les témoins. Et Ricoeur dit c'est tout ce que nous avons. La mémoire, c'est la gardienne, je le cite, la gardienne de la problématique du rapport du passé, du présent au passé. Et je pense qu'un certain nombre d'historiens ont bien senti l'enjeu qu'il y a derrière. Dans une situation où l'histoire est attaquée par toutes les pensées relativistes qui mettent sur le même plan toutes les mises en histoire, les mises en récit du passé, dans une situation aussi où
la marée mémorielle, évidemment, bouscule l'histoire, la déstabilise. Ces historiens posent la question, est-ce qu'on peut supporter une crise du témoignage, une crise générale du témoignage, est-elle supportable par l'histoire? Ricoeur dit non. Il faut garder ce lien, même si, bien sûr, l'histoire a un travail considérable de critique, d'instruction de la mémoire. Donc, on est là dans une couche de raisonnement qui relève pas de la méthode de l'historien, même pas de son épistémologie, la connaissance de ce qu'est la connaissance historique, mais on est là dans un domaine plutôt de ce que Ricoeur appelle l'herméneutique ou l'ontologie de la condition historique. Et il explique bien que si on veut défendre l'idéal d'objectivité et de vérité de l'histoire, ce qu'il appelle le réalisme critique de l'historien, on ne peut pas s'en tenir simplement à la défense de l'idée selon laquelle il y a effectivement un réel historique que l'histoire peut connaître. Parce que, fondamentalement, les reconstructions de l'historien sont fragilisées par le manque de lien direct avec ce qui a été. Or, c'est la mémoire qui a ce lien, notamment par le phénomène de ce que Ricoeur appelle la reconnaissance, le petit miracle de la reconnaissance, qui est interdit, enfin qui n'existe pas dans l'histoire. Tout en reconnaissant que l'histoire va enrichir considérablement, notamment au niveau du sens, ce que Ricoeur appelle le surcroît d'être, la mémoire. Alors, évidemment, pour les historiens, l'enjeu principal de ce débat, c'est sur les rapports entre l'histoire et la mémoire, dont la thématisation a été inaugurée par Pierre Nora, c'est le premier qui a mis un petit peu à plat cette question de rapport histoire-mémoire de façon explicite. C'est la question du degré d'autonomie de l'histoire par rapport à la mémoire. Et donc, celui de son statut scientifique. Ce qui s'est passé, à mon sens, et ça a été évoqué par François, c'est que la distinction entre l'histoire et la mémoire a fini par se transformer en opposition. Il y a une espèce de montée aux extrêmes de la confrontation entre l'histoire et la mémoire, et une réticence de plus en plus grande de nombreux historiens vis-à-vis des sollicitations de la mémoire. Au point qu'on arrive à opposer le devoir de mémoire et le devoir d'histoire. Alors bien sûr, il s'agit pour ces historiens de défendre le caractère scientifique de l'histoire, bien sûr. Mais c'est une défense qui est strictement méthodologique, qui est coupée du référent vécu de la mémoire et du témoignage, avec l'idée qu'il faut protéger l'histoire de toute presque contamination de ce qui relève du normatif, du prescriptif, donc de l'éthique et du politique. Et je pense que les historiens qui défendent comme ça, un peu bec et ongle, la notion de devoir de mémoire, qui sont très réticents sur la notion de travail d'histoire, sanctuarisent, isolent le devoir moral vis-à-vis de la Shoah, au risque de couper le travail, le travail de mémoire, le devoir de mémoire, de tout travail spécifiquement historique. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aurais voulu développer deux thèmes que j'indique comme des pistes de réflexion. C'est que je pense que toutes ces questions engagent ou réengagent, font rejouer un vieux problème auquel a dû faire face l'histoire et en général les sciences sociales, qui est le problème de la confrontation entre le jugement moral et le travail historique. Un thème qui a une histoire, toute l'histoire du désengagement des historiens qui ne veulent absolument pas qu'ils mettent à distance le jugement moral. Pourquoi ils le mettent à distance? C'est pour affirmer le caractère scientifique. Et ça a une histoire. En France, les annales de Lucien Febvre et Marc Bloch
engagement. Même si Marc Bloch, en 1940, de façon extrêmement dramatique, se dit, mais bon, on a été des bons ouvriers, on a été des bons historiens, on a fait du bon travail, mais est-ce qu'on a été des bons citoyens? Est-ce qu'on n'a pas su crier le danger du nazisme? On a du sang sur les mains, dit-il. Donc là, on voit très bien que la confrontation entre jugement moral et travail historiographique revient régulièrement dans la réflexion des historiens. Et Ricoeur affronte cette question. Il affronte notamment dans l'analyse qu'il fait des positions de Ernst Nolte, qui lui sépare strictement jugement moral et travail de l'historien. L'une des positions de Nolte, qui est celui qui tente de réévaluer le passé nazi, je me rappelle dans une grande querelle qui a eu lieu en Allemagne en 1987, c'est de dire arrêtons de porter un jugement moral sur le passé nazi. Étudions le passé nazi de façon objective. Il y a une séparation très claire sur les états. Et donc, Ricoeur mène, je n'ai pas le temps de développer, toute une argumentation où il se démarque de Nolte, parce qu'il pense que sa position risque de banaliser, voire de relativiser les crimes nazis, tout en reconnaissant que Nolte n'est pas négationniste, attention, on ne peut pas faire de conclusion, mais on voit très bien comment chez lui, l'horizon éthique est une espèce de point d'arrêt au-delà duquel on entre dans une zone grise, dangereuse, ce qu'il appelle le basculement de la révision au révisionnisme et au négationnisme. On est là dans une zone fragile. Et il faut à un moment donné qu'il y ait un point d'arrêt qui relève d'un jugement moral, d'un horizon éthique. C'est d'ailleurs le sens de la divergence entre François Furet et Nolte. On insiste toujours sur leur convergence, mais il ne faut pas oublier que Furet n'accepte pas le noyau des thèses de Nolte. Ces noyaux, vous le savez, c'est que la Shoah n'est qu'une copie et une conséquence des crimes communistes. Auschwitz copie les conséquences du Goulag. Finalement, les Allemands ont commis un crime préventif parce qu'ils se sentaient menacés par les nazis. Furet ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce que on risque de relativiser, de banaliser la Shoah. Donc il y a des points d'arrêt qui relèvent de l'horizon. Et je crois que ça, c'est valable pour beaucoup de... Le deuxième point que j'aurais voulu développer, mais je n'ai pas le temps, c'est l'analyse très fine que Ricoeur va mener justement sur la question de la singularité de la chose. Parce que c'est l'argument décisif pour la défense du devoir de mémoire. Attention, si vous touchez au devoir de mémoire, vous touchez à la singularité de la chose. Vous touchez à l'unicité de la chose. Et donc là, Ricoeur va mener une analyse extrêmement fine de cette question en distinguant très clairement ce qu'il appelle l'exceptionnalité absolue de la Shoah en termes moraux. Il y a une incomparabilité, dit-il, absolue au plan moral de la solution finale de la Shoah. Mais ceci ne doit pas empêcher le travail des historiens, notamment de comparaison de la Shoah avec d'autres crimes de masse, avec d'autres crimes, avec d'autres génocides. Ce qu'il appelle l'incomparabilité relative sur le plan du travail de l'historien. Je crois que ce travail de philosophe sur la notion d'unicité, de singularité, peut grandement aider à sortir une espèce de dilemme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher à l'unicité de la Shoah, sinon on met en cause la Shoah. Cette distinction entre le plan moral, où là il y a une exceptionnalité absolue, et le plan du travail de l'historien. Enfin, dernier point, ce qui irrigue tout le travail dans ce livre de Ricoeur, je crois, c'est l'objectif de la mémoire heureuse, de la politique de la juste mémoire. Mais, je dis bien juste mémoire, c'est-à-dire d'une mémoire équitable. Et relisez les passages de Ricoeur sur la question du pardon. Autant l'idée de juste mémoire irrigue et guide son travail, autant sur la question du pardon,
Il dit il y a une indécision